Bonjour, bonsoir Internet, bienvenue dans cette nouvelle interview, ce nouveau coin des copains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mylène de la chaîne et du blog Welcome to Primetime Beach. Salut, salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben ça va très très bien. Ça va dans la chaleur. Dans la chaleur, hein, toujours l'été. On C'est ça. souffre, mais avec le sourire. Pour commencer, explique-nous, présente-nous un peu ce qu'on peut retrouver rapidement sur ta chaîne et sur ton blog, du coup, vu qu'on va parler de deux choses à la fois en même temps aujourd'hui. Alors, je fais principalement du cinéma de genre. Du coup, j'ai commencé avec mon blog il y a maintenant presque 3 ans. Et donc, dans mon blog, en fait, je décortique des sagas, principalement. C'est ce que j'aime faire le plus. J'analyse les plans, les personnages. Principalement, ce que je préfère, c'est le slasher. Et donc, voilà. Sur le blog, j'étais vachement axée sur le cinéma de genre. Et là, la chaîne que j'ai ouverte début mai est aussi sur le cinéma de genre, mais elle s'axe plus, c'est plus large. J'ai fait des analyses de nanars avec Parking. J'ai analysé là aussi des sagas comme les Trois Mères de Dario Argento, où j'analyse justement ces personnages des Trois Sœurs Sorcières. Mais je pense que la chaîne, il n'y aura pas que du cinéma de genre. Il y aura aussi de la comédie musicale ou des choses un peu plus fantastiques. Alors que ouais. le blog est plus axé horreur, ouais. D'accord, ouais, tu vas vraiment partir sur... T'as envie de t'ouvrir un peu des horizons C'est que ça, tu n'avais pas encore fait. Voilà, l'horreur, ça a toujours été, ça sera toujours la ligne édito principale de la chaîne. Mais c'est vrai que en ouvrant la chaîne, je me suis rendu compte que je pouvais aussi, parce que dans la vie de tous les jours, j'aime énormément l'horreur, mais j'aime beaucoup de choses différentes, quoi. Et j'avais pas envie de me limiter à l'horreur, c'est-à-dire que si j'ai un coup de cœur pour, je sais pas moi, ouais, un film fantastique ou une comédie musicale, et si je vois que l'analyse, je peux en faire quelque chose, je vais sortir une vidéo dessus. D'accord. Dans ce cas-là, il faudra peut-être revoir ton générique. Parce que si tu parles d'une petite comédie familiale avec Freddy en intro, ça va faire bizarre. Je pense pas que je ferais des comédies familiales plus si c'est... Comment dire? Je m'arrêterais à des choses comme Hook, par exemple, si je parle de fantastique, plus, plus des trucs quand même qui tirent un peu vers, vers le fantastique, science-fiction, comme La Nuit de la Comète, ce que j'ai fait, entre la science-fiction et l'horreur. Après, il y a quand même Podane dans mon générique. Hein. Donc, ça change un peu c'est le de côté, l'horreur. c'est le côté tout public. Enfin, tout public. C'est ça, voilà. Podane, c'est le côté venez en famille, il n'y a pas que de l'horreur. Ça va, et on est sympa. C'est ça, il y a une princesse qui chante, voilà, c'est cool. Pas trop de morts. Pas trop. Oui, hein. Faut pas non plus... Oui, parce que quand même, ma chaîne, à 80%, ça sera quand même de l'horreur. Hein. Voilà, ça sera quand même le truc principal. D'accord. Est-ce que tu as fait des études en rapport avec le cinéma? Parce que quand même, sur tes vidéos et sur ton blog, on peut voir que c'est vachement référencé. Tu sais, c'est pas genre un lambda qui dit son avis, c'est vraiment... tu pousses ton analyse. Déjà, ça fait plaisir parce que c'est ce que j'espérais montrer. Du coup, c'est bien que ça fasse pas débutant, c'est cool d'entendre ça. Mais non, j'ai pas fait d'études en cinéma. J'ai fait les beaux-arts et j'ai fait une licence en histoire de l'art, mais pas du tout de choses spécifiques en cinéma. J'ai eu des cours de ciné, mais pas d'études spécifiques en cinéma. D'accord, ouais, mais peut-être que... Ouais, dans tes études, enfin, du coup, les beaux-arts, tout ça, ça t'a peut-être apporté une vision de l'image qui fait que... Ça, c'est sûr, je le retrouve même dans ma façon, parce que quand je fais une vidéo, par exemple, sur les Trois Mères, je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup de livres, je vais voir des articles sur Internet et tout. Et c'est vrai que même la méthodologie par rapport au niveau de l'analyse, des tableaux que j'ai pu faire en histoire de l'art ou des choses comme ça, c'est vrai que des fois, je le retrouve dans mes analyses pour le cinéma, en fait. Ça m'a donné une approche autre, parce que bon, après j'ai fait aussi des cours où on analysait des plans de films ou des choses comme ça. Hein. Mais c'est vrai que avoir une sensibilité à la peinture, par exemple, à la photographie, ça fait que des fois tu as un autre regard sur les films. Ouais. Parce qu'au final, tout est lié, même si c'est pas le même pan artistique, tout est lié.
Ah non, mais c'est clairement lié. Hein. Bah, qu'à voir les directeurs de photographie, tout ça, le boulot qu'ils font dans certains films, surtout films d'horreur, où la, la, la couleur est très importante, l'ambiance. C'est ça. Donc c'est sûr que c'est lié. Quand tu vois que souvent ils s'inspirent de tableaux, ben, comme sur ma vidéo justement sur Suspiria, où c'est vraiment des tableaux qui ont inspiré Suspiria ou Inferno au niveau des couleurs. Donc la peinture, elle a quand même un impact assez fort pour certains cinéastes. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a apporté sur ce plan-là. D'accord. Du coup, tu m'as dit que ça fait du coup 3 ans que tu as ton blog, que tu tiens ton blog régulièrement. Oui. Pourquoi tu as décidé de te lancer dans le blog il y a 3 ans? Et, enfin, pourquoi le blog précisément et pas un autre média à la base? Alors en fait, j'écrivais déjà pour un blog qui n'existe plus avant, qui s'appelait Les Dames en pantalon. Et du coup, je tenais la rubrique cinéma. Et à cette époque-là, bon, j'écrivais pas très bien, hein, j'étais très jeune. Et petit à petit, en fait, j'ai continué d'écrire pour moi. Mais jamais j'ai réussi à passer le cap. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas, au pire, je trouve pas mon public et je suis toujours très contente de faire mes analyses pour moi. Et si je le trouve, ben, ça sera d'autant mieux, quoi. Et l'écriture, c'est quelque chose dans lequel je me retrouvais au niveau de la façon d'analyser. Je me serais pas vue faire un autre média. J'ai fait 2 podcasts qui m'ont beaucoup plu, mais c'était moins ma came. Et l'écriture, même je le vois quand je fais mes vidéos, je passe beaucoup par la phase d'écriture comme pour mes articles. Je pense que c'est un média qui me représente plus. D'accord. Et du coup, pourquoi avoir lancé ta chaîne YouTube vidéo parallèlement? Et ben ça a été justement quand j'ai lancé le blog, j'y avais déjà pensé, mais je me sentais pas prête en fait à m'exposer sur YouTube. Donc l'idée elle est restée un peu dans une boîte de Pandore pendant un bon bout de temps avec mes amis qui me disaient allez vas-y et tout, mais j'étais pas prête à passer le cap. Et mais je sentais bien qu'avec mon blog, même si j'atteignais des gens, même si j'avais des retours, et ben en fait j'atteignais pas tous les publics parce que mine de rien, un blog c'est moins facile d'accès. Et j'avais vraiment l'envie d'atteindre plus de gens, de vraiment parfois ressortir des films improbables et de vraiment trouver un public. Et je me suis dit que le fait de doubler blog et YouTube me permettrait d'atteindre d'autres personnes et de rendre justement ça plus accessible que les articles qui sont pas destinés à tout le monde. Il y a des gens qui consomment pas du tout de presse ou quoi. Donc je me suis dit là, je vais peut-être toucher d'autres personnes qui n'auraient pas forcément vu ces films, qui ne seraient pas forcément axés sur mes articles à travers les vidéos. D'accord. Et du coup, ton blog et ta chaîne YouTube, est-ce qu'il faut les voir comme 2 médias à part entière ou ils sont vraiment complémentaires l'un de l'autre? Pour l'instant, ils sont complémentaires parce que y a beaucoup d'articles qui sont pas sortis en vidéo sur ma chaîne et qui certains sortiront peut-être jamais en vidéo, d'autres je compte les adapter parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner en vidéo. Mais pour l'instant, oui, ils sont complémentaires. Ouais, donc ouais, tu vas faire des remakes vidéo de tes anciens... C'est ça. Ok. Je vais faire mes propres remakes. Bah, il faut, hein. Il y a des réalisateurs qui font des remakes de leurs propres C'est vrai. œuvres. À une queue, par exemple, l'a fait, c'est vrai. Tu vois, tu es un peu dans cette voie-là. Bientôt. C'est ça, je vais tout... je sais pas si j'en serais capable. Alors, petite question sur le cinéma d'horreur. Comment es-tu tombé dedans? Et quel a été le premier film d'horreur que tu as vu et à quel âge? Alors, tombée dedans, je suis tombée dans l'horreur très jeune parce que j'ai commencé par la lecture. Et je pense que déjà en primaire, je lisais du Stephen King, si je me trompe pas. Et après, l'horreur, comment je suis tombée dedans, en fait, mes parents avaient beaucoup de VHS et j'étais fascinée par les jaquettes d'horreur qui m'ont fait faire beaucoup de cauchemars, comme celle de Ça, je pense, qui a traumatisé énormément de gens. Oui. Et du coup, fallait pas y toucher, fallait pas les regarder. Donc, on regardait les jaquettes et on se disait, waouh, ça a l'air tellement cool. Et donc, tu faisais des cauchemars sur les prochaines, Ça, la mouche, rien qu'en regardant la jaquette. Et un jour, ma mère, elle m'a dit, bon, bah voilà, j'ai sorti une cassette, il y avait Ouija et la mouche dessus. Et elle m'a dit, bah, tu choisis l'un des 2 films, ça sera ton premier film d'horreur. Et j'ai eu beaucoup trop peur de regarder Ouija parce que je savais déjà ce que c'était la planche et tout, donc j'ai dit non, pas celui-là. Et j'ai regardé La Mouche. Quelle bonne idée. idée. Je regrette.
voilà, je regrette pas du tout parce que je me dis, commencer par La Mouche en premier film d'horreur, Il y a pire. ça pouvait que me rendre fan de l'horreur, voilà. C'était pas du tout. Et du coup, aujourd'hui, ben voilà, j'ai un super souvenir de ce film, même s'il y a des scènes qui sont un peu kitsch, comme celle des ongles, mais ça restera l'un de mes films favoris parce que c'est mon premier film d'horreur. D'accord. Donc du coup, ouais, toi, au niveau de lecture d'horreur, t'as commencé par Stephen King. Ouais, Stephen King en parallèle de Chair de poule, et je lisais Ah. tout ce qu'il y avait d'horreur. Mon père avait des comics, je crois que c'était E.C. ou je sais plus, comics qui faisaient des trucs comme Dracula. Il y avait aussi Frankenstein, c'était un peu des formats comme les Marvel. Et il y avait plein de trucs d'horreur, et donc du coup, j'avais réussi à prendre ça en douce. Et je lisais ça en parallèle, voilà. De toute façon, tout ce qui était labellisé horreur, je le lisais, peu importe ce que c'était. Et je pense que Stephen King, mes parents avaient peut-être des bouquins, je sais pas comment ça s'est passé. Et très vite, en fait, j'ai voulu tout lire de lui. Ça a été une fascination. Ça a été vraiment le premier auteur que j'ai suivi depuis l'enfance, quoi. Ok. Ça fait plaisir que tu dises Chair de poule, parce que je t'avoue que Chair de poule, c'était vraiment mon enfance. Et même actuellement, je fais une collection de livres Chair de poule. Ah, moi aussi, moi aussi. Yes. Il m'en manque encore, mais je suis en quête de tous les avoir. Moi, j'en ai pas beaucoup. Moi, c'est honteux. Je dois en avoir, allez, 8. Moi, j'en ai 35, 40, un truc comme ça, mais il m'en manque. Je sais pas combien combien il y en a de sortis, mais c'est un truc de fou. En plus, je cherche les vraies, celles que tu as dû avoir. Voilà, les vraies couvertures, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait maintenant. Ouais. Et du coup, c'est encore plus dur de les trouver, donc souvent en brocante, ça m'arrive d'en trouver. Cherche à Emmaüs. Ah, mais oui, grave. Et ouais, Chair de poule, c'était le meilleur truc pour les fans d'horreur. J'en ai trouvé un au Emmaüs près de chez moi. Ah punaise, faut que je parte en quête alors. Bah écoute, je t'ai donné l'idée. Ah mais je vais fouiner pour avoir l'entièreté de la collection. Tu m'enverras une photo. C'est ça. Mais c'est tellement beau les chairs de poule avec leur petite couverture un peu multicolore. Mais oui. Et même des fois les illustrations elles faisaient peur, genre pour l'appareil photo, je sais plus, le titre maudit là qui prévoyait les accidents et tout. Et moi je me souviens pendant des années j'ai eu peur de cette pochette. De toute façon Chair de poule ça a été ma première phobie, ça a été les pantins à cause de Chair de poule, la série. J'avais peur de Slappy. Yes. Et, Ah mais c'est horrible, moi Slappy aujourd'hui je le revois en photo, je dors pas pendant 3 jours. Hein. Moi c'était la jaquette de la momie. Enfin, du Chair de poule avec la momie qui sort de son tombeau, là. Mais oui, punaise. Et tu sais qu'il y a eu un jeu de société Chair de poule qu'un jour j'ai acheté sur une brocante et j'avais l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal. J'étais trop refaite. Et bah, tu vois, je savais même pas que ça existait. Je sais qu'il y a eu des jeux vidéo, je crois, Chair de poule. Ah ouais? Ouais, non mais Chair de poule, c'est un délire, hein. Ils en ont fait un empire. Ah mais ça, oui, ça c'est sûr. Ils ont même... je crois que c'est Waxworks qui donc édite que des vinyles d'horreur. Et ils ont édité la BO de Chair de poule. Je me suis dit, mais attends, mais la musique était pas non plus... Enfin, si, le générique. Et le reste, c'était pas hyper marquant, quoi. Bah ouais. Peut-être pas pour... Et ils ont édité... Peut-être pas en France, mais en Amérique, ça a été un truc de fou. Ouais, je sais pas. Par contre, j'ai pas poussé le vice au point de regarder les films Chair de poule. Oh, moi j'ai tout vu. Mais le 2 est très mauvais, parce que voilà, tu sens qu'il n'y a plus ni d'argent, ni d'acteurs qui veulent vraiment jouer dedans. Mais le premier est vraiment... Moi, j'ai retrouvé un peu l'esprit. Après, par contre, si tu aimais bien la série, j'ai vu un film qui m'a beaucoup fait penser à Chair de poule, c'est Scary Stories, qui était produit... je sais... Oui, ça doit être ça, ouais, le titre en entier. Il y a un deuxième qui sort bientôt, c'était produit par Del Toro, il me semble, si je me trompe pas. Je crois... le premier, il est pas sorti en 2019 ou début 2020 ? Ouais, pas 2020, mais moi je suis allée le voir au cinéma l'année dernière, il me semble, ouais, ça devait être ça. Ouais, je crois que c'est ça, je l'ai vu. J'ai trouvé qu'il y avait un côté très Chair de poule dans ce film. Grave. Vraiment, et moi, j'ai été... En fait, j'étais mi-déçu, parce que je m'attendais à un film d'horreur très horrifique. Ouais. Donc au niveau de l'horreur, c'était mi-beauf. Mais le côté Chair de poule a ravivé mon enfance. Ah mais totalement. Mais moi, tu vois, du coup, je m'attendais à la version, en fait, un peu justement à Chair de poule, le film. Et quand j'y suis allée, du coup, j'ai été agréablement surprise parce qu'il y avait ce côté Chair de poule.
mais c'était intelligent, c'était même mieux fait que le film Chair de poule. J'ai trouvé que c'est pas de l'horreur destinée aux adultes, c'est sûr que c'est pas, voilà, tu vas pas en faire des cauchemars ni rien, Ouais. mais c'est bien fait en fait. Ah C'est ouais, pas, ouais, ouais. c'est pas cheap. Bah, il y a peut-être un peu plus de budget. Ouais, je pense aussi. Puis il y a vraiment une direction artistique au niveau des monstres, au niveau qui est vraiment pas mal. Moi, franchement, j'ai vraiment hâte de voir le deuxième et de lire aussi les histoires originales, quoi. C'est vrai que du coup, je suis curieux. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de cool. Puis en plus, le premier s'arrête sur une fin ouverte, donc il y a Oui, matière. je pense. Je sais pas si j'irai le voir au cinéma quand même, mais je suis Oh, curieux. moi, j'irai. Je suis trop friande de ces trucs-là. C'est vrai que niveau film d'horreur au cinéma, on est en ce moment, on est un peu plus gâté qu'à une époque où il y avait rien du tout. Ouais. Mais bon, c'est pas toujours des. C'est pas Le toujours. problème, c'est que les distributeurs distribuent pas forcément en salle, donc ça sort des fois directement en DVD, comme pour The Lodge, par exemple, qui a pas eu de sortie ciné. Et puis, il y a aussi le fait que les grands multiplex ou des choses comme ça veulent pas, des fois, se mouiller à diffuser des films d'horreur parce que ça pourrait attirer des jeunes, ça pourrait être problématique comme pour Sinister, où il y avait eu vraiment de la violence dans les salles et tout. Ouais. Et du coup, les films d'horreur, souvent, ils sont pas très bien distribués et c'est pas forcément les meilleurs qui arrivent jusqu'aux Non, hein. salles, quoi. Moi, je vois dans le cinéma à côté de chez moi. Par contre, le cinéma près de chez moi, tu auras toujours les films genre. C'était Countdown, je crois qu'il s'appelait. Action ou vérité, ou des trucs comme ça, quoi. Ah oui, bah voilà, les blockbusters, quoi. Ouais, ouais, putain. Et Et celui-là, en plus, c'est pas le meilleur, hein. Oh, je suis allée le voir au cinéma, ce qui prouve que j'ai vraiment pas de. Je vais tout voir l'horreur. Non, mais c'était compliqué. Celui-là, c'était vraiment pas la folie. Il y avait pas grand-chose à récupérer du film, quoi. C'est un film bière et pote, celui-là. C'est typiquement pas un chef-d'œuvre. bah, dis-toi, Action ou vérité, moi, le cinéma qui est près de chez moi, c'est un Kinépolis. Il faisait une soirée Horror Night dessus. Donc avec des Oh, petites animations, tout ça. Donc vraiment, je pense ouais. qu'il s'attendait à ce qu'on aime le film quand même. C'était pas fou. Ah ouais, c'est vrai que la Blumhouse, à chaque fois qu'il y a l'actrice, je crois que c'est Lucy Hale, qui joue aussi dans Nightmare Island, c'est toujours d'érable les films. Du coup, maintenant, je vais me méfier le prochain qui sort de la Blumhouse avec elle dedans. Je n'y vais pas. D'ailleurs, Parce que, Nightmare Island, tu l'as vu au cinéma aussi alors? oui, oui, j'avais les yeux qui saignaient, j'en pouvais plus. C'était compliqué. Moi C'était aussi. moins pire que Action ou Vérité, mais c'était pas. Ouais, mais déjà, bah, prévisible à 8000 km. Hein. Ouais, totalement. Et- Surtout que le personnage de la. Enfin, du ou de la méchante, on va pas spoiler, et je trouve est pas du tout crédible en fait. Non, c'est d'un coup le revirement soudain. C'est ça, du coup, t'es là. Mais t'aurais dû arrêter le film avant, parce que là, au final, ça n'a plus aucun sens. Et je sais pas si toi, tu savais quand t'allais le voir, mais moi, je sais pas du tout que c'était inspiré de la série des années. Enfin, L'île fantastique 70, je crois, je me souviens plus. Oh non, pas Et du du tout. coup, le film commence, et je dis à mon mec, punaise, mais ça me fait grave penser à la série, machin et tout, mais je me dis, bah, c'est pas possible. Et à la fin, le mec qui reste sur l'île, en fait, il a le nom, en fait, du deuxième gars qui s'occupe de l'île. Donc je vais voir sur internet et je me rends compte que c'est une adaptation horrifique de la série. Là, je me suis dit, qui a eu cette idée? Pourquoi? Ah, c'est Mais pour ça qu'il force sur le tatouage comme ça. c'est ça, c'est pour ça qu'il force sur le tatouage, sur son nom, et du coup, moi, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est forcément inspiré. Et en fait, bah voilà, c'est l'adaptation horrifique de Oh, la série. super. Faut pas faire ça, hein. Je me dis à quel moment tu as cette idée-là en te disant, là, il y a quelque chose, on tient quelque chose. Eh, c'est une bonne idée. C'est Ah bah non. ouais, De toute c'est façon, improbable comme je sais pas qui a pu avoir cette idée, de toute franchement. façon, tout ce qui sort de chez Blumhouse, c'est soit très bien, soit très beau. Ouais, Y a pas. totalement. Après, je me demande si c'est pas voulu un peu, tu vois, se dire bon bah là du coup ces projets-là, on y met un peu moins de nous-mêmes, on les sort comme ça pour avoir quand même un calendrier un peu Je fourni. pense. Et puis les autres, on y met vraiment, on s'y met à fond. Là, ça va être une réussite, on y croit. Je pense que c'est un peu voulu de se dire cela, c'est pour faire un peu de thunes comme ça en fond, on s'en fiche un peu. Et les autres, par contre, on balance tout quoi. Peut-être, mais je sais pas, parce que
le dirigeant de Blumhouse, là, le machin truc Bloom, je sais plus comment il s'appelle, Jason Blum. Ça a l'air d'être un chelou un peu quand même. J'avais vu une vidéo de lui où il était dans un genre de vidéo store quoi. Et où il disait que Ouais. par exemple Midsommar c'était de la merde parce que c'est pas un film d'horreur. Non. Si, Midsommar il disait que c'était pas un film d'horreur, c'est juste gore gratuit, c'est nul machin. Ah ouais? Ouais, je te retrouverai la vidéo, je te l'enverrai. Bon après, moi personnellement j'ai pas aimé Midsommar, mais Non. bah je sais pas, Non, je peux comprendre. Midsommar, c'est un film qui divise. C'est soit tu l'aimes pas, soit tu l'adores. Il n'y a pas de juste milieu. En fait, je peux même pas dire que je l'ai pas aimé. On a fini le film avec ma femme et on s'est dit, mot, mais. Ça t'a pas, ouais, ça t'a pas touché. T'as pas eu de. Je pense surtout on me l'a trop survendu. Ouais, alors que moi, je suis allée le voir quand il est sorti tout juste. Et du coup, j'y suis allée parce que j'avais beaucoup aimé Hérédité. Donc en me disant, bon, bah, je vais peut-être aimer, mais j'avais pas vu plus d'infos. Enfin, moi, souvent, je vais voir les films sans rien regarder dessus, comme ça, j'ai pas d'a priori avant. Ouais. Et genre, maintenant, je regarde même plus les bandes annonces. Enfin, je me jette à l'affiche, quoi. Et ce qui peut des fois être très bien comme très mauvais. Et des fois, t'as des mauvaises surprises. Tu te dis, ouais, punaise, l'affiche était super belle, mais alors le film, c'est autre chose. Hein. Et donc Midsommar, j'y suis vraiment allée comme ça. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le folk horror déjà, donc le style m'a beaucoup plu. Je suis vachement, comment dire, je suis hyper sensible à la couleur, à la photographie, et j'ai trouvé Ah ça. par Mais contre le film il était beau. tu t'en prends mais plein la face. T'as l'impression que le mec il a passé une vie sur tous les plans. Tout est travaillé. Enfin, il y a carrément comment dire, des images cachées dans les buissons. Enfin, c'est dingue, le mec il a vraiment un don pour ça. Et justement, en fait, moi des fois j'aime pas trop les jumpscares quand il y a trop de choses. Et là j'ai trouvé que tout était tellement bien géré. Genre moi dès le départ tu te dis, bah comme tout le monde, il y a quelque chose qui cloche. Et moi ce stress, je l'ai gardé jusqu'au bout. Alors qu'au final le film il est il y a pas de noir, il y a presque pas de scène dans le noir. Tout est en pleine lumière avec un truc hyper paradisiaque et tout. Et tu te retrouves dans un cauchemar éveillé. Et moi, je me souviens quand la séance s'est finie, je ne bougeais plus de mon siège. Genre, j'étais au bout de ma vie. Et ma pote, elle dit, bah allez, on y va. Je dis, ouais, mais je suis trop mal, faut qu'on aille faire autre chose pour que je me change les idées. En fait, le film, il m'a collé à la peau, genre pendant 2 jours, quoi. Ah ouais. Ah oui, mais ouais, franchement, il m'a pas fait peur. Et je pense que pour le coup, c'est pas ce qu'il cherche, en fait. Parce que le réalisateur, il dit, pour lui, c'est un film de rupture. Hein. Il dit pas que c'est un film d'horreur. Et du coup, je pense que le film, c'est pas du tout de faire peur, mais c'est de créer un malaise dès le départ avec la scène d'introduction que tu vas garder durant tout le film, et ce, malgré la lumière, malgré les belles couleurs et tout ce qui est paradisiaque autour de toi, quoi. Ça par contre ouais, le malaise on le ressent bien dans le film. C'est ça. Moi, du coup, c'est pour ça qu'il m'a plu, parce que je l'ai pas vu comme un truc qui devait me faire peur. D'accord. Ouais non moi le problème c'est qu'on me l'a vendu comme le film d'horreur de l'année. Alors que moi je cherchais l'horreur en fait, c'est ça le problème. Je pense. On me l'a vendu comme un film d'horreur et du coup j'ai pas trouvé l'horreur donc j'ai peut-être moins apprécié mon film. Oui, tu cherchais plus la peur. Après, c'est vrai que l'horreur, Vaste. c'est tellement vaste. Ça peut être le malaise, ça peut être la souffrance, ça peut être la peur. Donc c'est vrai que tu peux ne pas ressortir d'une séance d'un film d'horreur en ayant eu peur finalement, mais Ouais, en ouais. ayant adoré le film parce que c'était un huis clos hyper tendu ou des choses comme ça, quoi. Et pour le coup, Midsommar, moi, je suis retournée le voir une deuxième fois. Et j'ai halluciné parce que j'ai revu d'autres choses. Je me suis rendu compte que le réal, à l'introduction, il y a une peinture au tout début, en fait, qui te dit le film. La peinture, elle illustre tout ce qui se passe dans le film. Ah ouais. Genre dans les premières, je sais plus si c'est, c'est vraiment la scène d'ouverture. Et ben en fait, je l'ai vu que la deuxième fois et je me suis dit mais ce mec est un génie. Quand j'ai vu ça, en fait, toi, tu regardes le film, tu fais pas gaffe. De toute façon, il y a des peintures durant tout le film quand tu arrives, ben justement dans le village et tout. Et cette peinture du tout début, ça doit être vraiment juste après le titre ou avant le titre, je me souviens plus. Et en fait, c'est tous les trucs en illustration, donc dans leur style, avec vraiment tous les grands passages du film, jusqu'à la fin. Et je me suis dit, mais ce mec est un fou, c'est trop bien. Bah du coup, tu vois, je serais curieux de le revoir maintenant que je sais à quoi m'attendre. Ouais, franchement, tu le vois pas pareil. Il y a des choses au niveau de la relation entre les personnages, certains plans,
entre le couple principal. Franchement, au niveau même de la façon de filmer, de la mise en scène, il y a des choses où tu te dis, mais en fait, c'était dès le départ. C'était comme pour Hérédité, il y avait une certaine fatalité dans son film. Dès le départ, il te l'annonce en fait. Ok, d'accord. Bon bah, je me relancerai dedans. Tu me diras quand tu l'auras vu. Ouais, ça marche. Est-ce que tu pourrais nous citer 3 réalisateurs d'horreur ou autres, du coup, que tu affectionnes tout particulièrement, tes valeurs sûres? Que dès qu'ils sortent un film, tu sais que bon, t'as déjà précommandé ta place au cinéma, quoi. Alors du coup, ça signifie qu'ils doivent être toujours vivants. Donc déjà, j'enlève les 2 que j'allais te dire au début. Bon, allez, je t'autorise les morts si tu veux. Ok. Mais je dirais des vivants aussi quand même. Bah, du coup, en vivant, Ari Aster. Parce que voilà, Ari Aster, déjà avant Midsommar, je y allais comme ça, les yeux fermés. Sinon, je dirais Séverine Fiala et Véronica France, qui ont fait Goodnight Mommy et The Lodge. Ouais. Qui j'irais pas forcément en mode valeur sûre, les yeux fermés, mais il y a quand même enfin c'est quand même allez, 90% de valeur sûre, parce que leurs 2 films qu'ils ont sortis, c'est vraiment des beaux films. Il y a des choses qui sont à finir et tout, mais on tient quelque chose. Genre The Lodge, je l'ai beaucoup moins aimé que Goodnight Mommy, mais ça reste des films ultra malaisants, qui ont une direction de la photo qui est magnifique, donc non, ceux-là je les mettrai aussi dedans. Et ensuite, valeur sûre, vivant. Je pense que je dirais, mais là, pas en valeur sûre, mais genre j'ai envie de voir ce qu'il va y avoir par la suite. Je dirais Nathalie Erika James, qui a sorti Relique il y a très peu de temps. Ouais. Et qui est son premier long métrage, et qui est franchement une claque visuelle et au niveau du récit. Et en plus, elle parle de quelque chose qui est pas très facile au niveau de son sujet. Le film, c'est un film qui parle d'une grand-mère en fait qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et de sa fille et sa petite fille. Et donc tout se découle autour de ce trio en fait de femmes. Et le film, il est hyper juste dans son propos. Il utilise la peur pour traiter de quelque chose de plus profond. C'est quelque chose que j'aime beaucoup moi dans les films. Bah, c'est pour ça que j'aime beaucoup Ari Aster aussi. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle pourrait faire par la suite. Ok. Je pense qu'il y a matière. Et sinon, bah, en décédé, je dirais Wes Craven. Oui. Parce que voilà, bah, j'aime pas tous ces films, mais quand même, de manière générale, le mec, il a quand même réussi dans sa vie à faire au moins 3 grands films qui ont révolutionné l'horreur avec La Dernière Maison sur la Gauche, Scream et Freddy. Donc je pense que rien que pour ça, on peut se dire que c'est un maître de l'horreur. Il manque un peu quand même, je trouve. Ouais, c'est vrai que ça a été rude comme perte. En plus, je venais de me refaire tous les Freddy, je me souviens. Et là, ça a été un choc, quoi. T'étais vraiment dans son univers encore, et puis... Mais oui, je venais de faire découvrir la saga à mon mec. Et on a appris ça juste après. Donc moi, je suis une grande fan de Freddy et de Scream. Et c'est vrai que ça m'a mis une claque, quoi, parce que même s'il était un peu moins présent dans la réalisation, il participait quand même à la série Scream. Enfin, il était toujours là, en quelque sorte. Et du coup, bah là, sa présence rassurante nous tournait autour. Enfin, c'est ça. Tu savais qu'il y avait moyen de refaire quelque chose encore. Il était toujours présent. Et du coup... Et ça fait pas... Ah, pardon. Oui, vas-y. Ouais, j'allais dire du coup... Vu que maintenant Wes Craven est décédé et qu'on a eu une annonce d'un Scream 5, est-ce que tu l'attends particulièrement ou est-ce que tu es mitigé? Alors je suis pas du tout objective sur Scream, c'est-à-dire que je serai la première devant la salle. Du coup, voilà, je pense que même si le film est mauvais, du moment qu'on me redonne le trio principal, en fait je pense que je serai de mauvaise foi à mort, et je veux dire que j'ai adoré le film. Mais donc, à part si genre... Je crois qu'ils y sont hein, dans le casting. Oui, ils y sont, ouais. Ils sont tous au casting. Et je suis très contente parce que c'est vraiment, je trouve que voilà, le 3 c'est le moins bon. C'est vrai qu'il y a des incohérences, mais je trouve que c'est l'une des sagas qui a vraiment su garder ce côté un peu Scooby Gang où tu sais que tu vas retrouver tes persos principaux et tu les aimes. Et du coup, ils sont hyper attachants. Enfin, moi, c'est vraiment une saga où même aujourd'hui je la revois régulièrement.
Et j'adore les retrouver. À chaque fois, je suis là, oh super, ça va être trop cool, on va retrouver les 3 principaux. Bon, même si je suis toujours en PLS parce que Randy fait pas partie de l'équipe, quoi. Ouais. Mais Randy, c'était le meilleur. Randy, voilà. C'était un peu l'image du spectateur qui regarde beaucoup le film d'horreur, quoi. C'est ça. Randy, c'était nous. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on dit souvent avec Laura Féjor, c'est notre perso préféré d'horreur, et c'est si on devait s'identifier à un personnage de film, on serait sûrement Randy, en fait. Ouais, c'est ça. Mais Donc, c'est vrai que c'est un peu triste. Mais ouais, j'espère que le film sera bon malgré... Bon, je pense que... Le seul truc qui me fait peur, c'est que Kevin Williamson, il était annoncé au scénario au départ, et là, j'ai vu dernièrement qu'il était plus annoncé au scénario. Et du coup, ça me fait un peu peur, parce que même si Wes Craven, c'était vraiment l'essence de la saga, Williamson, c'est lui qui a apporté le projet. Donc, de base, c'est quand même lui, la genèse du film. Et le fait qu'il soit plus dans les trucs, ça, je me dis, bon, est-ce qu'on va pas perdre quelque chose ? Parce que même si voilà, on a apprécié plus ou moins les suites, Williamson, je crois qu'il a scénarisé le 1, 2, pas le 3, il me semble que c'est pas lui le 3. Et je me demande s'il a pas refait le 4. Mais du coup, il y a toujours cette patte méta à la Williamson qui était ultra sympa. Et j'ai peur que ça soit moins bien jaugé dans celui-là si c'est pas lui qui prend. Donc je sais pas. Ça, c'est le truc où je suis un peu mitigée. Mais après, les réals, c'est ceux de Wedding Nightmare. Et franchement, c'était une très bonne surprise, ce film. Donc pourquoi pas. Je l'ai pas vu, tu vois. J'ai hésité. Et ben moi je t'avouerais que j'y suis allée très, très pessimiste. Et en fait c'était super. Bah tu vois, c'est ça en fait. J'ai vu Wedding Nightmare, je me suis dit oh... Ouais, bon. Et je crois en même temps il y avait quoi ? Il y avait la malédiction de la Dame Blanche qui était annoncée ou les trucs comme ça. Et il y avait plein de trucs comme ça et je me suis dit oh... C'est vrai qu'ils vendaient pas du rêve, il n'y a pas eu beaucoup de com autour du film, et je me souviens, nous on avait, il y avait une avant-première à l'UGC où je prends mes places, et que ma pote on dit ouais mais ça va être encore un film d'horreur avec une mariée sanglante, ça va être nul, elle va courir partout crier, enfin bref, on était vraiment hyper pessimistes, et en fait on est tous sortis de la séance en se disant mais c'était trop bien, c'est super. Et non, c'est vraiment bien. Bah, d'ailleurs, si tu veux avoir un avis un peu plus tranché sur le film, il y a Demoiselle d'horreur qui a fait une vidéo sur le personnage principal du film. Ouais, mais je l'ai pas vu cette vidéo parce que justement, j'ai pas vu le film. Et je me suis dit, oh, si un jour. Ouais, c'est vrai que c'est mieux qu'il faut que tu vois le film avant, c'est vrai. Ça sera mieux. Du coup, au début, tu nous as dit que tu avais commencé le monde de l'horreur avec de la lecture et ensuite tu avais regardé des films d'horreur, mais est-ce que tu consommes l'horreur via d'autres médias ? C'est-à-dire hors lecture et film Ouais, ou si vraiment t'as une... Par exemple, bon, c'est un peu le même média, mais si t'as une série d'horreur vraiment à conseiller, ou si jamais si tu joues aux jeux vidéo à un jeu d'horreur ou autre. Ah oui, bien sûr. Et ben, les jeux vidéo, c'est compliqué pour moi en horreur. Parce qu'autant, j'ai pas peur de grand chose dans les films d'horreur, parce que bon, quand on regarde beaucoup, t'es un peu anesthésié. Mais les jeux vidéo, on va dire que je crois que j'ai un côté trop immersif. Donc, les peu de gens qui ont essayé de me faire jouer, par exemple, à Last of Us, m'ont vu en train de crier, en train de jeter ma télécommande. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Du coup, je n'ai jamais réussi à finir Last of Us, ou alors c'est mon mec qui fait les passages compliqués et moi, je me promène le moment où c'est un peu zen, quoi. Ça, je peux pas. Mais même si j'aimerais bien, en fait, parce que du coup, j'adore l'horreur, j'aimerais bien pouvoir faire Resident Evil et tout, mais je suis trop une flippette sur ça. Par contre, en série, je consomme énormément de séries. Et si je devais en conseiller une, ça serait Haunting of Hill House, qui est la meilleure série, mais genre... je dirais pas toujours confondue, parce que, bon, il y a quand même des belles choses à côté. Mais en termes d'horreur, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu quelque chose, film ou série confondue, aussi bien mené. Haunting of Hill House, c'est un bijou, cette série. C'est vrai qu'elle est très très bien, et puis en plus avec plein de petits trucs cachés. Ah mais c'est horrible, les fantômes cachés, c'est terrible. Moi j'ai pas dormi à cause de ça, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu peur. Et là, puis il y a certains épisodes, tu te rappelles qui t'ont fait peur, quoi. Tu dis bon, le 6, celui-là, si je le revois, il va falloir que je me prépare psychologiquement. Ah pour ceux qui n'ont pas vu la série, ça va pas leur parler, mais la scène dans la voiture avec le pendu, ça a été affreux. Ah, punaise. Celle-là et La Dame au cou tordu, je pense que c'est les pires, et franchement, mais c'est une série qui est
Pour le coup, ben, c'est tout ce que j'aime dans l'horreur. C'est-à-dire que moi, j'aime pas l'horreur gratuit, qui est juste là en train de reprendre les ressorts en mode oh, super, j'ai mon cahier des charges, j'ai ouvert une pharmacie, j'ai fait sauter un truc dans un coin. Enfin, j'aime pas trop ça. Et du coup, cette série, je m'attendais à ça au départ. J'avais rien regardé dessus. Et je dis bon, ben, je me lance. J'ai tellement aimé que je l'ai vu en une nuit. Je l'ai fini le lendemain matin, je crois, vraiment. Enfin, je l'ai mangé en presque même pas 2 jours. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les persos, ils sont hyper bien construits. Il y a un côté psychologique qui est mais super bien fait. C'est une série qui est autant dans l'horreur que dans le drame. Et elle est vachement intelligente en fait. Moi, j'ai juste été déçu par la fin. Moi aussi. Ah, J'ai été déçue et j'avais lu à l'époque, alors je me souviens plus très bien, mais la fin ne devait pas être comme ça. Et le réal, en fait, il avait trouvé sa fin trop dure, donc du coup, il l'a changé. Mais il y a des théories qui affirment que, et là c'est le moment du spoiler, désolé, je peux spoiler ou pas? ouais. Il y a une théorie qui affirme en fait qu'il y a une histoire avec la couleur rouge de la porte, et à la fin, quand on les voit, je sais plus si c'est en train de manger un gâteau, je me souviens plus exactement, et du coup cette couleur revient, ce qui signifierait qu'en fait ils sont toujours dans la pièce. Ah, Et du coup, j'ai bien aimé ce côté un peu morbide. ce serait genre une fin un peu douce, mais douce amère, quoi. C'est ça. Et connaissant le réal, tout ce qu'il a caché dans la série, je me dis que c'est possible à 110% que ça soit ça en fait. C'est Que possible. finalement, ils aient jamais quitté la pièce et sachant que la pièce peut tout leur montrer. ben, du coup, moi j'aime bien me dire ça, tu vois. C'est un peu glauque, mais je préfère cette fin-là. Je trouvais que l'autre était pas très crédible en fait. Bah, ça fait très gentil d'un coup, quoi. Donc, C'est ça. c'est vrai que. Écoute, je suis content parce que à chaque fois que j'en parlais, les gens ils disaient ouais non la fin moi j'ai bien aimé tout ça. Donc je me sentais un peu seul. C'est-à-dire ouais c'est moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Moi je voulais qu'ils meurent tous. J'ai pas aimé, c'était trop gentil. Bah moi dans les films d'horreur je suis pas trop happy end de toute façon de manière générale. Ou alors une happy end où tu sais que c'est pas forcément ultra happy non plus quoi. Moi, ça dépend parce qu'il faut que je puisse souffler, tu vois. Par exemple, le film Darkness, qui se finit pas du tout bien. Je sais que pendant des jours, j'arrêtais pas d'y penser parce que c'est horrible en fait. Et du coup, j'ai besoin quand même de me dire c'est clos. Tu vois, il y a quelque chose qui est dans un sens ou dans l'autre, il y a au moins un truc pas trop mal et c'est clos. Pas trop de happy ending, mais un juste milieu quoi. Ouais voilà, bah une fin comme Scream. Tu vois, c'est pas C'est ça, la fin heureuse. Mais bon, c'est fini. ça passe. 50-50. Ouais voilà. Ouais, je suis d'accord. Alors si demain tu avais le budget, tu avais le matos, tu avais les gens, tu devais faire un film d'horreur, qu'est-ce que tu utiliserais comme code? Est-ce que tu prendrais un monstre mythique, ou est-ce que tu en créerais un, ou est-ce que tu prendrais un tueur un peu plus Michael Myers ou autre, ou tu partirais sur un truc complètement personnel? Alors j'aimerais dire que je réaliserais un truc de fou, un mindfuck, où il faut 3 visionnages pour comprendre le film, un truc vraiment hyper complet, mais je pense que mon amour du slasher ferait qu'en fait je ferais un slasher complètement loufoque. On m'avait déjà posé cette question et je sais que j'avais répondu que j'aimerais réaliser un slasher comédie musicale. Et, et je sais pas pourquoi, c'est les deux genres que j'aime le plus et j'aimerais bien voir Freddy pousser la chantonnette, donc pourquoi pas. Avec Michael Singers. C'est ça. Non, mais il y a eu des vidéos, je sais plus qui c'est qui faisait ça, qui reprenait les boys bands en mettant en fait les Oui, tueurs mythiques de slasher qui chantaient. qui Je me chantait les souviens. Backstreet Boys ou un truc comme ça. C'est ça, oui, c'est Les ça. slashy... Et Je sais plus comment ça s'appelle. Mais je sais plus, mais ils avaient refait toutes les paroles et tout. Enfin, c'était trop drôle. Donc voilà, je voudrais faire un mélange entre allez, Wes Craven et Jacques Demy. Je pense qu'on peut avoir le truc le plus loufoque du monde. Voilà, ce serait mon rêve. un bon slasher comédie quoi. C'est ça. Un Après, genre... j'aimerais pas tomber dans la comédie. Moi, j'aime pas trop quand c'est lourd. J'aime bien les bonnes comédies méta. Genre, j'adore The Final Girls, où c'est des jeunes qui se retrouvent plongés dans un slasher et qui doivent suivre les codes pour survivre. J'adore Behind the Mask, qui est un mockumentary en fait, où c'est des journalistes qui vont enquêter en fait sur un mec
qui dit que il a survécu à sa noyade et que c'est un tueur de slasher. D'ailleurs, dans ce monde-là, tous les tueurs de slasher existent vraiment. Et ce mec explique qu'il va trouver sa final girl, que là, il va trouver sa bande de jeunes, comment il va faire. Et ce film, ici, c'est l'un des meilleurs slashers méta. Et donc, tu as cette équipe qui le suit, en fait, en mode, on fait un documentaire sur un tueur. Et lui, il est là au calme, il t'explique, il dit, oui, alors, faut travailler son cardio, parce qu'un tueur de slasher ne doit pas courir. Donc, tu dois marcher, mais aller vite quand même, parce que il faut rattraper les gens que tu tues. Enfin, ce film, c'est l'un des meilleurs. Donc voilà, j'aimerais trouver la bonne dose entre le méta, le slasher et un petit côté comédie musicale. J'aimerais pas tomber dans le too much. Ouais. Par exemple, comment ça s'appelle, Tucker et Dale, c'était peut-être un peu too much. C'est un peu too much, mais j'aime bien quand même. Ouais, Tucker et Dale, moi, c'est un petit coup de cœur. Ah ouais, je trouve ce film tellement fun. Bah, en fait, il fait partie de les mes persos favoris. sont tellement mignons. Mais oui, et puis c'est improbable. Tout le film, c'est de l'improbable. Tu le regardes, tu fais que te marrer, tu te dis non mais c'est magnifique. Non, celui-là, je l'aime beaucoup, donc. Ok. Mais Est-ce que tu peux nous conseiller quelques films pour, par exemple, ceux qui ne regardent pas de films d'horreur et qui voudraient commencer le monde horrifique? Je pense que le mieux, c'est peut-être trois genres. Soit le thriller, avec des choses comme... Bon, peut-être pas Seven, c'est quand même pas très doux. Mais peut-être plus des giallo comme Profondo Rosso. Je sais que celui-là, je le fais beaucoup voir à mes amis quand je veux les introduire un peu à l'horreur. Et en général, le côté enquête prend le dessus sur les côtés horrifiques du film et ça passe très bien. Après, celui que je montre tout le temps, c'est Scream. Parce que Scream, en fait, même si ça s'adresse à un public qui connaît vachement les codes du slasher ou de l'horreur, finalement, c'est appréciable aussi pour ceux qui connaissent pas, parce que ça donne envie en fait de découvrir plus de l'horreur. Et surtout, pour moi, le slasher, c'est alors pas les slashers nanars, hein, mais du moins la nouvelle vague des slashers, Urban Legends, Souviens-toi l'été dernier, Scream. Pour moi, c'est plus facile en fait d'accès pour ceux qui connaissent pas l'horreur, parce qu'il y a un côté très film entre potes. C'est un côté très ludique de découvrir qui est le tueur, de chercher, et du coup le côté ludique prend le pas sur la peur, donc ça peut faire le taf pour pas trop faire peur au public. Je sais que moi c'est ce que je montre le plus, et étonnamment aussi Freddy, le premier Freddy, tous mes potes qui sont des grosses flippettes ont beaucoup aimé ce film, et finalement sont bien rentrés dedans aussi. Bah, Freddy, ouais, c'est vrai que c'est un monde un peu à part parce qu'il a ce côté vraiment du croque-mitaine horrible, dégueulasse, affreux, tout ça. Mais d'un côté, il fait des blagues. Donc quand tu le vois, t'es mi-content. Tu sais que quelqu'un va mourir, mais tu sais que tu vas rire aussi. C'est ça, et puis en fait, il y a le côté très pop culture, ça fait un peu héros méchant, quoi. Enfin, et du coup, c'est vachement plus accessible, les Freddy ou les Scream, des choses comme ça. Donc le slasher en général. Et après, ce que je conseillerais, c'est les comédies horrifiques. Hein. Je sais que j'ai montré les Dead Snow à mes potes, et pareil, ceux-là, c'est passé crème, alors que c'est des gens qui détestent l'horreur. Donc Dead Snow, Shaun of the Dead, tous ces films-là, Tucker et Dale, typiquement, ça passe super. Mais c'est vrai que Dead Snow, celui-là, à chaque fois, je veux le montrer parce qu'il n'est pas très connu. Et franchement, le 1 et le 2, surtout le 2, c'est les films où j'ai le plus ri. Ces films, ils sont tellement bien. Et ils mériteraient d'être plus connus. C'est les meilleurs films de zombies drôles. Alors, je crois que j'ai vu le premier, mais je suis même pas sûr de l'avoir vu. Eh ben, le premier, c'est un film alors norvégien, je crois. Je pense que je vais dire une bêtise. Et donc il a pas été vachement vendu en France, quoi. Et donc c'est un film qui raconte des potes, dont des étudiants en médecine, qui partent dans un chalet dans la montagne. Et le film fait plein de références à Evil Dead. Tu sens que le mec il est fan. Ouais. Et ils vont trouver en fait des pièces d'or qui datent de la guerre, et ça va faire revenir les zombies nazis. Oui, c'est ça. Je l'ai vu. C'est ça. Okay. Et le 1, il est loufoque, mais le 2, le 2, ça me fait rire rien que de penser au pitch du 2. C'est magnifique. Franchement, faut voir le 1 pour pouvoir voir le 2. Ok, bon. Faudrait peut-être que je revoie le 1, parce que vraiment, j'en ai un souvenir très vague, mais vraiment très très vague. Le 1 est fun, mais le 2, c'est du pur plaisir, ce film. Ok. Si
on va partir un peu sur toutes les grandes sagas horrifiques. Par exemple, Freddy, Vendredi 13, tout ça. Ouais. À mon avis, dans mon sens en tout cas, je pense qu'elles ont toutes super mal fini. Tu vois, par exemple, Vendredi 13, ça a jamais été des grands chefs-d'œuvre. À mon avis, c'est jamais vraiment été des grands chefs-d'œuvre. Mais vraiment, sur la fin, c'était catastrophique. Totalement. Freddy, même pour l'amour que je lui porte, sur la fin, Freddy 5, 6, c'était compliqué. Le 6, oui, mais Freddy, elle a quand même su avoir une vraie fin avec Wes Craven qui est revenu quand même. Voilà, le tout dernier Freddy sort de la nuit, je crois qu'il s'appelait. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Freddy sort de la nuit, ouais. Il avait réussi à avoir une fin vraiment cool. Et même Vendredi 13... non, pas Vendredi 13, Halloween. Bon, même si là, ils sont de retour. Avec Halloween Résurrection, Halloween... comment ça s'appelait? Le dernier, ouais, c'est Résurrection, je crois. Ouais, où ils font une télé-réalité, tout ça. La télé... Ah, mais celui-là, faut l'oublier. Ah ouais. À ton avis, pourquoi c'est parti aussi loin? Pourquoi ça s'est autant foiré sur les fins? Bah, en fait, tout simplement parce que déjà, enfin, ça dépend des sagas, mais par exemple, pour le coup, Freddy, c'est une saga qui donc a été mise en place par Wes Craven, mais par exemple, il trouvait pas les fonds. Et en fait, il a dû revendre et tout son personnage, ce qui fait qu'il a perdu les droits jusqu'au dernier film qu'il a fait lui-même. Donc en fait, le film, il a été ballotté. Et après, il est passé en fait en studio en mode par la New Line, bon bah voilà, c'est notre pompe à fric, c'est le film qui a fait notre succès, maintenant il faut continuer quoi. Et du coup, c'est vrai que pour Freddy, bon, Freddy c'est celui qui s'en est le mieux sorti. Mais quand tu regardes les documentaires, par exemple, Never Sleep Again, qui est un documentaire, je crois, de 5 ou 6 heures qui revient sur tous les opus de la saga, souvent ils te racontent, ils disent, bon bah voilà, fallait faire un opus, mais c'est qu'en fait on n'avait plus de scénariste. Donc du coup, lui, il est venu sur le projet, mais en fait, l'autre, il est venu, il a repris le scénario. Et en fait, souvent, c'est genre, il faut faire le film parce que faut faire pendant que c'est encore chaud et il faut surfer sur le succès. Mais finalement, la rapidité prime sur le fait de travailler un bon scénario. Et c'est pour ça que je pense qu'à la fin, en plus, bon, bah, plus ça allait, par exemple, Vendredi 13, plus ça allait, moins il y avait de budget. Donc, bah, forcément, ça a commencé à dégringoler parce que même si tu as une fan base, à un moment, ça se perd. Hein. Quand le film est mauvais, il est mauvais. Et du coup, ben, ça a commencé à se répercuter sur les films. Qui dit moins de budget, dit moins de choses pour camoufler un peu ce que tu ne fais pas bien. Et Halloween, c'est plus compliqué parce qu'Halloween, il me semble que tous les films ne sont pas détenus par, la même. Parce que par exemple, voilà, Freddy, c'est New Line, durant, je crois, tous les opus. Vendredi 13, c'est Paramount durant une bonne partie des opus. Et il me semble qu'Halloween, pour le coup, il a été dispersé de tous les côtés, quoi. Je crois, ouais. Et donc, du coup, bah, ce qui explique aussi que ben, c'était plus les mêmes qui détenaient les droits ou quoi. Donc, eux, ils se sont permis à chaque fois de repartir sur autre chose. Par exemple, Halloween, à l'E3, ils se sont dit, on va tenter de faire une anthologie. Malheureusement, bah, ça n'a pas du tout marché. Donc, ben, celui-là, il est complètement perdu dans la saga. Le 4 et le 5, Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, elle a dit moi, je veux pas revenir, j'ai fini avec l'horreur, quoi. Donc là, ils ont dû peaufiner un scénario un peu à l'arrache. Et après, elle est revenue. Mais c'est vrai que c'est pour ça que souvent, les sagas, bah, en fait, elles sont complètement éclatées parce que entre les acteurs qui veulent pas revenir, les scénaristes qui reviennent pas, les réals qui sont pas là, les sociétés qui changent, bah du coup quand tu finis par faire 8 opus, à un moment ça devient n'importe quoi. Ce qui fait que tu finis avec un Vendredi 13 dans l'espace. Oh là là, Jason X. C'est Il y en a qui l'aiment bien, que... hein, mais Franchement, j'avais fait toute une série d'articles sur les Vendredis 13, ça a été l'une des pires sagas à faire, ça a été vraiment un calvaire. Et c'est pas le pire, c'est pas le pire de toute la saga. Je pense que le pire c'est Jason Take Manhattan. Non, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, je crois. Attends, celui-là, à un moment, il met un coup de poing à un mec, sa tête elle s'envole. Hein. Donc, ah, c'est un autre niveau quand même. Mais bon, du coup, maintenant ça va mieux hein, au niveau du film d'horreur. Il y a quelques temps en France, en termes de films d'horreur, on n'était pas très gâtés. Les cinémas, ils voulaient pas forcément partager ou quoi. Mais ces derniers temps, avec par exemple les deux parties du remake de Hit, qui ont fait un bon succès en France, le dernier Halloween, du coup, qui repart à zéro, tout ça. Là, par exemple, bah, pareil, le dernier Halloween, vraiment, moi, c'était un gros coup de cœur. Ah, j'ai adoré.
Et d'ailleurs, J'ai- très curieux de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Franchement, je pense que. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé ce Halloween. Moi, je pense que vu que c'est l'une de mes sagas favorites, du coup, pareil, je suis pas très objective. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient réussi. Quand tu prends en compte les autres opus à partir du. Franchement, à partir du 6, ça commence vraiment à partir en cacahuète. Même si H20, je l'aime beaucoup. Halloween H20, je le trouve vraiment cool. Mais. Et là, tu sens que vraiment, ils sont partis sur de bonnes bases, quoi. Ils ont réussi à faire quelque chose qui tienne la route. Et même revoir Jamie Lee Curtis, c'est un pur plaisir, quoi. Bah ouais, bah je pense qu'ils se sont dit, bon écoutez, on repart à 0. Enfin à 0. On part à 1,5. Ouais. Ils ont tout supprimé, ils se sont dit, allez, maintenant on repart sur de bonnes bases. Et j'espère qu'ils vont faire... parce que je crois qu'ils veulent en faire une trilogie, du coup ils vont encore en faire 2 autres. C'est ça, ouais. C'est Halloween Kills et je me souviens plus du Halloween dernier titre. Die. Non. Je sais plus, mais c'est sûr dès le départ. Enfin, quand ça a bien marché le premier, ils ont annoncé les 3, ouais. Donc franchement, j'espère que... Parce qu'en plus, moi, tu vois, y a tout le monde dans le cinéma d'horreur ont leur petite préférence. Il y en a, c'est Freddy, tout ça. Moi, c'est Michael Myers. Et Objectivement, c'est le plus flippant de tous les boogeyman. J'adore Freddy, mais celui qui m'a fait faire des cauchemars, c'est Michael Myers. C'est le plus flippant de tous. bah, disons que il est pas expressif du tout. Et contrairement à Jason, il est crédible. Ah ouais, non, mais Jason, il a l'air complètement... Je le supporte pas quand je vois des documentaires qui disent ouah mais c'est fou, enfin, c'est des gens qui ont travaillé sur le projet donc forcément ils sont pas objectifs, mais qui disent ouah mais il a une prestance Jason. Non, Jason on dirait qu'il s'est pris un coup de poutre sur la tête et il est là hagard durant tous les films. Jason il a aucune prestance, c'est peut-être le boogeyman le moins efficace du l'histoire du slasher. Perso moi j'aime pas, hein, de toute façon, comment ça s'appelle, j'aime pas Vendredi 13, aucun. Le seul film que j'aime bien avec Jason, c'est Freddy contre Jason, et c'est un petit plaisir nanar coupable. Ah ouais, il est marrant celui-là quand même. Ah ouais. Celui que j'aime bien de Vendredi 13, ça doit être le 2, où il y a la seule Final Girl qui est un peu intéressante, et le 4 aussi avec Tommy est pas trop mal. Mais bon, quand tu vois par rapport à la globalité de la saga, c'est les mieux quoi. Mais c'est pas des chefs-d'œuvre, hein. Vendredi 13 de base, c'est un film qui copie-colle La Baie Sanglante dans le premier. Donc déjà, quand tu commences ton truc en copiant un autre film, c'est déjà, il voulait capitaliser à fond sur le slasher parce que ça marchait bien. Donc il a dit, allez, moi je reprends tous les codes de ce qui se fait et je fais un Blooby Boulga en colonie de vacances. Et à part le twist final, c'est fou que pas ça ait hyper marché. intéressant. Mais parce que le slasher, c'était l'époque. Ouais. C'est vrai. C'était l'âge d'or du slasher et le slasher, peu importe ce qui sortait, c'était l'occasion pour les jeunes d'aller découvrir ces films-là. C'était des films faciles qui avaient la même formule, donc jusqu'à les fin 80, mi-80, c'était la folie le slasher. C'est vrai. Et ça revient un peu, j'ai l'impression, en ce moment. Ah mais totalement. Là, on est vraiment sur un renouveau du slasher. Enfin, moi qui c'est mon film, c'est mon genre préféré. Je le vois avec entre les sagas qui se relancent comme Halloween, mais aussi les films. C'est beaucoup des films méta en général, comme You Might Be the Killer, Final Girl et tout. Mais il y a aussi des nouvelles sagas comme Happy Birthday que personne n'aime mais que j'adore. Et c'est d'ailleurs produit par la Blumhouse si je me trompe pas. Ouais, non bah oui. Hein. De toute façon, les 3 quarts des slashers actuels, je crois, ils sont chez Blumhouse. Oui, ça m'étonne pas. Après, ça fait partie de dans leur ligne édito en quelque sorte. Hein. Vu qu'eux, ils sont sur le renouveau comme ça, un peu de l'exploitation. Ouais. Le slasher, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est vrai. Donc, mais c'est vrai que j'ai bon espoir que le slasher revienne. Là, il y a quelques slashers qui reviennent, surtout c'est pas trop chez nous, mais genre sur Shudder, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sorties prévues justement de slasher. Qui j'espère viendront jusqu'à chez nous un jour. Mais je pense qu'il y a moyen que ça revienne. Après, savoir si ça sera qualitatif, c'est autre chose, mais ça revient. On verra. C'est ça. Mais non, c'est vrai qu'en ce moment, au niveau du cinéma d'horreur en France, ça commence un peu... Le public commence à faire comprendre qu'il en a envie, quoi. Il y a des initiatives comme la plateforme Shadows, tout ça, qui fait comprendre aux distributeurs qu'en France, bon, on aime bien quand même l'horreur, c'est cool. C'est ça, c'est important. Mais Shadows, ils font des trucs super. Je sais qu'ils ont un catalogue qui est autant avec des raretés qu'avec
des trucs plus connus. Et en plus, ils ont régulièrement des nouveaux films. Donc non, c'est important que des plateformes comme Shadows prennent des initiatives comme ça pour montrer que oui, le cinéma de genre, il a un public en France, il existe et que c'est important de le mettre en valeur. Ah ouais, non mais carrément. Donc quand tu vois les éditeurs de DVD par exemple, ESC ou encore le Chat qui fume ou Wildside, ils ont trouvé leur public avec leurs nouvelles éditions d'horreur. Hein. Ouais, il y a plein de nouvelles éditions de vieux films en ce moment qui ressortent, j'ai l'impression. Donc ça, franchement, c'est cool, c'est bien. Parce que, venez ici. En fait, nous, longtemps, on n'a pas eu, par exemple, quand tu vois, aux États-Unis, ils ont Arrows, ils ont 2-3 éditeurs comme ça, j'ai plus les noms, qui font énormément d'éditions Blu-ray d'horreur. Et en fait, nous, c'est des films qu'on a soit pas eu en DVD, soit eu dans des éditions complètement bâclées, comme par exemple Opéra de Dario Argento, qu'en fait, on n'avait jamais eu en version intégrale en France, avec des censures trop bizarres. Et du coup, c'est cool parce que ces éditeurs-là, soit ils rééditent des masters de chez Arrow, soit ils font leurs masters eux-mêmes pour le Chat qui fume. Et c'est important parce que nous, du coup, on est à la ramasse. Ces films-là, ça fait 20 ans qu'ils sont déjà aux États-Unis. Et nous, on arrive là, ah bah super. Donc non, c'est important qu'ils s'y mettent pour faire valoir cette culture-là, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va repartir un peu aussi sur ton travail. Du coup, tu m'as dit, ça fait 3 ans que tu as ton blog. Quel regard, rétrospectivement parlant, tu portes à tout ce que tu as fait? Si tu devais repartir à zéro, est-ce que tu changerais des choses ou tu referais tout pareil? C'est dur comme question. Ouais, je l'aime bien celle-là. Ça c'est dur parce qu'en plus, il y a pas mal d'articles que des fois je suis obligée de relire et tout, et j'ai toujours peur en les relisant de me dire oh mais si je me rends compte que c'est nul, qu'en fait maintenant aujourd'hui je les cautionnerai pas du tout, que j'ai envie de les enlever. Et en général je suis plutôt pas trop mal surprise, ça va, ça passe. Mais après je suis pas allée trop loin dans les premiers, donc il faudra que je reteste. Mais en tout cas pour les tout premiers, c'est vrai que les articles sont moins complets, je suis moins dans cette recherche. Donc j'essaierai d'être plus calée par rapport à mes derniers et surtout bien faire attention à garder une cohérence au niveau de la ligne édito du blog ou des choses comme ça. Mais après, de manière générale, vu que c'est quelque chose que avant tout j'avais fait un peu pour moi, même si j'espérais trouver mon public, je pense que je garderai la même façon de faire parce que c'est quelque chose qui me ressemble. Donc je pense que je garderai en étant plus rigoureuse au niveau de la continuité, des recherches, des choses que je fais plus maintenant. Je fais beaucoup plus de recherches, même si j'en faisais déjà avant. Oui, de toute façon, au début, c'est toujours un peu plus c'est les dedans, débuts. On va dire. Ça. De toute façon, il faut commencer. Donc au début, c'est un peu mon premier article de mémoire, c'est sur un nanar, un slasher que mais personne n'a vu. Je sais même pas s'il est sorti en France. Le truc était pas bon. Je sais même pas pourquoi j'ai commencé par ce film-là. Et non, mais rétrospectivement, je me dis pourquoi. Mais à part le fait que je ferai plus de recherches, le fait que j'essaierai de vraiment garder au niveau de la mise en page, des choses comme ça. Avant, je mettais pas en avant mes réseaux, ou j'avais pas de logo ou des choses comme ça, ou j'avais pas les notes. C'est plus ça en fait. Ce que j'ai acquis au niveau de la technique ou de la mise en page, je le ferai. Par contre, ce que j'aurais voulu faire et que je ne suis pas capable, c'est d'avoir un vrai site. Là, je suis sur un overblog. Et c'est vrai que si j'avais eu les capacités, j'aurais voulu avoir un vrai site avec un vrai domaine, quelque chose de tout beau. Mais ça, j'en suis pas capable. Mais bon, je veux dire, ton blog, il est propre, il est bien calé, tout ça. Donc ça, en soi, c'est peut-être chipoter un peu, quoi. Histoire de perfectionner le truc. Voilà, tu demandes de... Voilà, donc si je devais chipoter, ça serait ça, je pense. Ok. Donc on arrive sur la fameuse chronique de fin, la chronique qui s'appelle Si tu devais choisir. Et je vais te donner plusieurs thèmes, tout ça, et tu devrais choisir qu'une seule chose de chaque thème. Par exemple, la première, si tu devais choisir qu'une seule chanson. C'est horrible comme choix pour moi. Chanson où, comme on en a parlé avant, tu m'as dit que t'écoutais beaucoup d'OST. Chanson où je t'autorise l'OST d'un film. D'accord. Alors, mais du coup, je dois la choisir parce que je devrais l'écouter toute ma vie ou
Genre, je je n'ai dis- qu'une pour emmener avec moi. pas forcément que tu devais écouter toute ta vie, mais celle, tu vois, qui pas te représenterait le plus, et celle qui te fait le plus vibrer. Celle qui te donne le plus d'émotions. Alors, c'est très très dur. Euh, je vais répondre, même si c'est à contre-cœur que je dis pas une musique de Michel Legrand, je dirais l'album de la BO d'Alabama Monroe. Ouais. Parce que c'est de tout ce que j'ai, c'est l'une des... Déjà, ça a été une surprise. J'avais jamais vu le film, c'est mon disquaire qui me l'a conseillé. Et franchement, c'est une claque. Cette musique, elle est magnifique. Il y a des sonorités au banjo qui sont oufissimes. Et c'est vrai que de toutes les BO que j'ai, c'est l'une que j'écoute le plus. Et qui me fait le plus vibrer parce que ben, le film est extrêmement triste. Alors déjà, bon, quand tu réécoutes la BO, t'as tout qui revient en pleine face du drame. Mais voilà, c'est celle que je choisirais. Même si en option, je prendrais des Michel Legrand quand même. Ok. Du coup, le deuxième, normalement, je devrais te dire si tu devais choisir un seul livre. Mais du coup, j'ai cru comprendre que tu étais une grande lectrice, donc ça risque d'être compliqué. Ah ouais. Je te propose si tu devais choisir un livre de Stephen King. Eh ben, ça serait Shining. Parce que, en fait, c'est l'un des premiers que j'ai lu. Et c'est l'un qui m'a le plus marqué, autant pour comment j'ai découvert ce livre que quand je l'ai lu et enfin sur l'impact qu'il a eu sur moi. En fait, c'est très drôle parce que donc je lisais beaucoup de Stephen King et j'avais pas lu Shining. Et un jour, j'ai regardé Friends et il y avait un épisode où il y avait Rachel et Joey qui parlaient des livres qui leur faisaient le plus peur. Alors, je sais plus si c'était Rachel ou Joey qui avait peur. Bref, il y en avait un qui lisait les 4 filles du docteur March et l'un des deux disait ouais mais moi j'ai lu un livre qui m'a fait tellement peur, du coup je le range dans le congèle parce que comme ça il peut pas m'attaquer. Enfin bref, je sais plus pourquoi il le mettait dans le congèle. Et je m'étais dit mais un livre qui te fait tellement peur que tu le mets dans le congélo, je veux le lire. Et donc j'avais commandé Shining que depuis je lis régulièrement. C'est un livre que je trouve c'est peut-être l'un des meilleurs de Stephen King. Et je l'embarquerai aussi parce que je suis déçue par son adaptation cinématographique et du coup j'ai régulièrement besoin de le relire pour me rappeler de la vraie histoire quoi. Ah ouais, t'as pas aimé le film de Kubrick? Alors j'aime beaucoup Shining, mais en tant que film indépendant, en tant qu'adaptation, moi quand je l'ai vu, je me suis sentie roulée complètement. C'est un film qui me met que j'aime autant qu'il me met en colère parce que je trouve que Kubrick il a enfin, ok, quand tu adaptes, c'est normal de modifier des choses, c'est ça, je le comprends très bien. Mais là, il a carrément enlevé l'essence du livre. Et du coup, les gens qui n'ont pas lu le bouquin, quand tu leur parles de la fin, ils comprennent pas la vraie fin. Parce que bah, le personnage de Jack Torrance, il est totalement modifié. On a amputé carrément une partie de son personnage. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup avec Stephen King, c'est que ces persos, ils sont ultra bien faits, ultra bien construits. Il y a des livres, souvent par contre, c'est tout le temps les mêmes personnages. Hein, Oui. ces personnages sont assez redondants au niveau de la structure, mais je trouve qu'ils sont toujours très 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 bien construits au niveau de la psychologie du personnage. Et même si j'adore Shining, même si Jack Nicholson il est fou dans ce film, eh ben, il me manque pour moi le côté psychologique qui avait fait que j'avais autant aimé le livre. Qui du coup enlève tout un pan de l'histoire. Et je trouve que Kubrick en a fait un très bon film, mais c'est l'une des pires adaptations. Le mec, en fait, il a réduit à l'introduction le bouquin, quoi. Il a dit c'est bon, ça me saoule, j'enlève ça, et il est allé à la facilité. Donc pour moi, c'est un très bon film, mais c'est pas une bonne adaptation. Je comprends qu'aujourd'hui, Stephen King l'aime pas, par exemple, parce que ça se comprend. Il a complètement enlevé toute l'essence du bouquin. Ok, mais je crois que y a eu un téléfilm, je crois, qui a adapté Ouais. Shining, qui est Ouais. plus proche de la vision de Stephen King. Ouais, mais malheureusement, pour le coup, il aurait fallu, en fait, je pense, que Stephen King soit derrière avec un peu de Kubrick et Jack Nicholson. Parce qu'en Ah, fait, le téléfilm est un peu cheap, même si moi, je l'aime beaucoup parce que voilà, c'est plus près du bouquin. Mais voilà, il manque l'acteur, il manque Jack Nicholson. En fait, hmm. t'es toujours frustré parce que le film de Kubrick, il est pas bon en adaptation, mais le téléfilm, il manque Jack Nicholson. Et du coup, moi, à chaque fois, je me dis, Il faut ouais, un mais j'aurais mélange des deux. tellement voulu. C'est ça, il faudrait un mix des deux. Pour moi, aucune des deux, voilà, faudrait un mix.
Mais du coup, est-ce que t'as quand même bien aimé, si tu l'as vu, la suite Doctor Sleep? J'ai adoré parce que du coup, j'ai trouvé que déjà, bah, Mike Flanagan, quoi. Ouais. Donc forcément, j'ai bien aimé. Et au niveau de l'univers, tu retrouves Haunting of Hill House, tu retrouves sa touche. Hein. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film, déjà, il est hyper respectueux du film de Kubrick. Donc même si bon, bah, ils ont changé les acteurs, forcément. Du coup, ça fait un peu bizarre quand tu vois certains flashbacks ou quoi. Mais j'ai eu l'impression qu'ils s'étaient réconciliés en fait, à la fois avec le Shining de Kubrick et avec l'œuvre de Stephen King. Et du coup, ça, j'ai beaucoup apprécié. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, là, c'est une œuvre de Stephen King. Ouais, ok. C'est vrai que j'ai retrouvé ça aussi, malgré... Attention, j'ai pas lu le Shining de Stephen King. Mais c'est vrai que j'avais retrouvé un peu l'ambiance Kubrick, mais il y avait un côté, tu vois, que je retrouvais pas, et que je me disais au niveau de la construction de personnages surtout, que ça faisait beaucoup plus psychologique C'est ça. que le film de En base. fait, ils réconcilient les deux. Ils réconcilient ce qui, bah voilà, Kubrick et King. Et c'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'il a réussi, parce que c'était pas facile, n'empêche, réussir à concilier le bouquin, l'univers de King, plus Kubrick, en faisant quelque chose de potable. Et pour moi, en fait, il a réussi à vraiment faire tout ça. Et donc, son œuvre, quand tu étais un peu déçu justement comme moi de l'adaptation de de Shining, et ben, Dr. Sleep, c'est cool parce que tu dis, allez. Je passe l'éponge parce que lui, il a réussi à me réconcilier. Il a mis un peu de Stephen King et de Kubrick ensemble. C'est vrai. Si tu ne devais choisir qu'un seul plat, un plat qui, quand tu sais que tu vas le manger, tu vois, t'es contente d'avance et ça te réchauffe le cœur. Ah bah ça c'est facile, ce sera la croziflette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la croziflette, bah déjà parce qu'il faut savoir que je suis une grande mangeuse de fromage. Donc voilà, j'aime tous les fromages. Et la croziflette, c'est en fait une tartiflette, mais avec des crozets. Les crozets, c'est des pâtes Oui. savoie, Ok. je sais plus. Et bref, et du coup, ben, j'aime tellement le fromage que avec mes potes, on a tenté plein de variantes de la tartiflette. Et la meilleure, c'est la croziflette. Ah, du coup, c'est une création originale. Je ne pense pas parce que j'ai déjà des potes qui viennent justement de Savoie qui en font. Donc je pense Ah, pas. Nous on l'appelle la croziflette, mais je pense que ça doit être le nom, je sais pas. Mais en tout cas, c'est mon plat. Si je devais en refaire un, ça serait celui-là. ok, d'accord. Si tu devais choisir une série. Ah, dur. En horreur ou pas forcément horreur? Pas forcément horreur, là c'est open bar, tu vas où tu veux. Ok, et ben ça serait Westworld. Parce que Westworld, c'est la meilleure série que. Bon, peut-être pas la saison 3, mais la saison 1, je l'ai revue 4 fois. Et j'ai recompris des choses après. Et donc Westworld, bah, je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est une série de science-fiction qui est faite par le frère de Nolan, si je me trompe pas, et sa femme, Lisa Joy. Et donc du coup, c'est une série qui a été adaptée du film Monde Ouest, qui était un film qui donc parlait de robots qui étaient faits comme des humains et donc qui se rebellaient et qui tuaient les humains. Et là, dans la nouvelle version, en fait, en gros, c'est dans un parc de western. Et les robots ressemblent tellement à des humains qu'on ne sait pas s'ils sont humains ou robots. Et donc tout tourne autour de ça. Je peux pas en dire plus parce que c'est typiquement une série mindfuck où en fait jusqu'à l'épisode 7 tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et par contre quand tu comprends ce qui t'arrive c'est magique. Et ton cerveau crame, enfin bref. Mais cette série elle est folle. Le générique il est magnifique. Franchement j'ai jamais vu un générique aussi beau. Les musiques elles sont faites par Ramin... je n'ai pas le nom de famille. Celui qui a fait les musiques de Game of Thrones. Ramin Djawadi, je ne sais plus exactement. Et donc les musiques, elles sont superbes. Il y a des reprises de Paint in Black. Enfin, il y a des scènes, tu les vois, t'as la chair de poule. Donc voilà, si je devais garder qu'une série, ça serait celle-là parce qu'elle représente tout ce que j'aime. Donc la complexité avec voilà une saison où tu comprends rien, tu es en train limite de prendre des notes et à la fin tu comprends et tu dis mais ces gens sont des génies. Et des persos qui sont très bien construits, donc avec des persos féminins forts, le personnage de Dolores ou de Maeve qui sont splendides, des musiques qui sont magnifiques et la direction photographique qui est à couper le souffle. Enfin, moi qui suis pas western, c'est un film, enfin c'est une série qui se passe essentiellement du coup dans l'univers du western et c'est splendide.
Donc voilà, si je devais en garder une, ça serait pas Hunting of Hill House parce que Westworld passe au-dessus là, pour le coup. Ok, mais du coup, série d'horreur, ce serait Haunting of Hill House. C'est ça. Ok, d'accord. Et si tu devais choisir un film, un seul. Ah, c'est horrible. Ou alors, Eh ben... si jamais tu vas dans le côté horrifique, tu peux choisir une saga. Non, mais je vais prendre un film parce que les sagas, en règle générale, je les garderai pas toutes. Si je devais choisir un film, ça serait Scream. Le premier. Ouais. Parce que c'est vraiment un film que je regarde tout le temps, que j'aime toujours autant, dont j'aime autant les personnages et voilà, je choisirais Scream. Ok, d'accord. C'est un très bon choix. J'aime beaucoup Scream. Mais bah, moi, c'est voilà, c'est le film où je suis pas objective, que je défendrai coûte que coûte malgré ses défauts. Et du coup, voilà, je garderai celui-là. Je comprends ce que tu veux dire. Bon bah du coup c'est la fin. Est-ce que pour la fin tu aurais une dédicace ou une recommandation à donner, à faire découvrir Je peux dire plusieurs chaînes ou... chaîne, blog, tout ce que tu veux. Eh C'est ton ben, moment pub. d'accord, c'est parti. Bah, en blog, je vais recommander Bon Chic, Bon Genre, qui est un super blog qui met en avant les minorités dans le cinéma, qui met en avant les points de vue féministes dans les films, qui fait des super analyses. Là, dernièrement, elle a fait une analyse sur la possession chez les hommes et les femmes dans les films, qui est très, très détaillée, très intéressante. Donc, je conseille fortement. Et en chaîne, eh ben, je vais conseiller déjà la sororité avec qui on fait des lives sur l'horreur au féminin, donc Demoiselle d'horreur et Laura Féjor qui est déjà venue Oui. sur ta chaîne. Et ensuite, eh ben, je conseillerais Vidéodrome qui fait des analyses. Donc elle fait en fait, elle choisit un sujet et elle va se taper une centaine de films sur ce sujet-là. Donc dernièrement, elle a fait Les Mères. Ah ouais, mais elle fait un travail de dingue. Elle fait un corpus, elle lit énormément de bouquins. Enfin, tout ce que j'aime dans la recherche et tout. Et après, elle analyse. Donc par exemple, la vidéo sur les mères. Elle doit durer à peu près 50 minutes, mais c'est hyper documenté, hyper intéressant, donc je conseille fortement sa chaîne. Et pour changer de l'horreur, eh ben, je conseillerais Cinéma et Politique, qui fait des analyses en fait de films qui ont un rapport politique. Donc, par exemple, elle a développé autour de l'inspecteur Harry. Là, elle va sortir une vidéo sur la bataille d'Alger. Elle parle aussi de films méconnus comme La voix de son maître. Enfin, et c'est un travail hyper qualitatif. Elle maîtrise le montage comme personne. Donc voilà. Et le mot de la fin, bah, je conseillerais le blog d'Éléonore, Léo Irurio. Je suis désolée, Éléonore, si je viens de me tromper dans le nom. Et donc elle fait beaucoup d'articles sur le cinéma de genre, mais pas que ça. Donc si vous en avez marre de l'horreur, dirigez-vous vers son blog parce qu'elle fait vraiment de tout. Ok, d'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu, d'avoir eu à faire des choix cornéliens sur les films et sur les séries. Merci à toi surtout de m'avoir proposé de venir près de ta cheminée. Avec plaisir. Ça a été un honneur. Merci beaucoup. Sur ce, bah du coup, toi, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube et ton blog. Les liens seront dans la description. Et est-ce que tu as un autre média à mettre en avant Est-ce que tu as un Twitch ou Non, je suis essentiellement sur YouTube et donc sur le blog. Et après, pour les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Instagram où je suis pas mal active. Mais sinon, non, ça fait déjà assez en réseaux sociaux. Ok, bon, il y aura aussi le Twitter et le Instagram. Et moi, du coup, on peut me retrouver très régulièrement sur Twitch qui fait beaucoup de jeux d'horreur et de jeux pas d'horreur, principalement. Mais toujours avec zéro talent. C'est ma petite touche. C'est ta marque de fabrique. C'est ça, non, finir un jeu, c'est trop mainstream. Ouais, c'est vrai que c'est trop, Tu vois, c'est moi trop qui surcoté. Toi, tu développes en fait, tu le développes vraiment le jeu jusqu'au bout. Ah, moi je suis adepte des. Comment dire Des combustions spontanées.
les jeux vidéo. Tu vois, il n'y a pas de feu, mais c'est pas grave, je brûle quand même. Ça doit être très drôle à voir quand même. Oh, quand t'as envie d'avancer, c'est un peu frustrant, mais bon. Ouais, j'avoue, et puis tu dois le connaître bien du coup le niveau à force. Quand tu passes 3 heures à faire un prologue, ouais, c'est long. Le mec il joue les yeux fermés, tu sais. Attends, mais je sais que là c'est à gauche, du coup je suis mort 30 fois par là. Ah, je pourrais faire ça sur certains jeux. Voilà, tu sais ton prochain thème. Je vais jouer les yeux bandés. Je joue l'écran éteint. C'est ça. Et là tu gagnes, je ne comprends pas. Bah, tu vois, franchement, je le vivrais très mal. Je pense que là pour le coup faut tout remettre en question là aussi. Je suis un génie incompris. C'est ça. Trop en avance sur ton temps. Bon, bah, merci beaucoup d'être venu, de m'avoir accordé ton temps, et bah, merci. Franchement, merci. Bah, merci à toi. Merci beaucoup à toi surtout. Hein. Avec plaisir. Bah, je fais des gros bisous aux gens de l'internet, à ceux qui viennent de YouTube. Du coup, évidemment, je conseille d'aller jeter un coup d'œil à ton blog et à ta chaîne YouTube. Chaîne YouTube, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos parce que tu l'as lancé récemment, comme on a dit. Oui. Mais faut quand même jeter un coup d'œil parce que c'est très référencé, comme je l'avais dit. C'est super intéressant. Il y a d'autres choses qui arrivent petit à petit. Le prochain c'est un slasher. J'ai hâte. Bon, bah, des gros bisous à tout le monde. Au revoir, prenez soin de vous et à très 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 bientôt. Salut!